Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sait au fond de lui qu'une bonne partie de la culture fantastique qu'il ingurgite parfois contre son gré depuis sa tendre enfance prend sa source à peu près à un seul et unique point, la légende arthurienne, l'épopée qui depuis des siècles, réécriture après réécriture, nous a donné des transcriptions aussi littérales que fantaisistes, a inspiré tant les Monty Python qu'Alexandre Astier, John Borman, Eric Romer ou Guy Ritchie et encouragé la plupart des auteurs des grandes sagas littéraires ou cinématographiques qui ont marqué l'histoire. Cette légende fondatrice, elle est au cœur du film qui va nous occuper dans cet épisode, Alex, le destin d'un roi, dont on va causer avec un quatuor de preux-chevaliers en quête du Graal cinématographique. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Julie Le Baron, salut Julie. Salut Thomas. Et Perrine Quetzon, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 186 et c'est parti. We shall say it again to you if you do not appease us. Alex, le destin d'un roi, donc nous raconte l'histoire de, attention surprise, Alex, jeune préado faisant ses premiers pas mouvementés dans une nouvelle école où il peine à s'adapter, mais ses soucis bien prosaïques vont vite être balayés lorsqu'il va se retrouver en possession de la légendaire épée Excalibur, héros malgré lui confronté à la terrible fée Morgane, épaulé par ses petits camarades de classe parmi lesquels un petit nouveau aussi baptisé Merlin. Help! Somebody help me! Hey, leave him alone. It's a tough world out there. And it's getting tougher all the time. And the world is not going to change. Hello? Is anybody here? It's you that has to change. Something amazing happened. You have to see what I found. There's something written on the guard. Put it into Google Translate. It means Sword of Arthur. What if it's the sword in the stone? Alexander Elliot! It was you who drew the sword! This realm faces mortal danger! Aux commandes du film, c'est Joe Cornish, camarade de longue date d'Edgar Wright, réalisateur d'Attaque de bloc, c'était en 2011. Et devant sa caméra pêle-mêle, on trouve Louis Ashbourne Serkis, le fiston d'Andy Serkis, dans le rôle titre, mais aussi Dean Chomour, Rihanna Doris, Rebecca Ferguson ou encore Patrick Stewart. Votre avis sur Alex, le destin d'un roi, Julien? Je suis désolé, Bientôt ce sera fini. Bientôt la libération, Julien. C'est toi et moi, on est coincés dans ce truc. Hein. Je vais finir par la signer, cette pétition. Ouais, j'attends. tu seras le centième. Ce serait la 100e signature. Ça serait bien, hein, Moi, ça serait chic. j'avoue que je l'ai signé tout à l'heure. Il en aura le pendant bol. l'enregistrement. C'est lamentable. Je vérifie si ça n'a pas changé depuis. Allez-y. Oui, ça se trouve, on est à 100 là, du coup. Non, alors moi, j'ai trouvé ça super. En fait, on est en ce moment. Il y a plus trop en fait de films à destination des ados avec des ados dans le rôle titre, en dehors de machins un peu nostalgiques post-80s. Et Alex, le destin d'un roi, il y a de ça. C'est-à-dire que c'est un film, Joe Cornish, il a eu l'idée quand il était gamin, et quand il a vu à très peu de temps d'intervalle, en fait, E.T. et Excalibur de John Boorman, et c'est un film qui s'est fantasmé en fait dans sa tête quand il était enfant, et il y a de ça encore dans le film. Sauf que quand il s'est remis en fait à ce projet-là après l'annulation de Ant-Man, puisque Joe Cornish avait coécrit le scénario d'Ant-Man quand Edgar Wright devait le réaliser pour Marvel, il s'est dit, je veux pas faire un truc nostalgique, c'est-à-dire je veux pas m'adresser aux grands. Je m'adressais aux enfants, en fait. Je m'adressais au public qui était le public des productions Amblin, puisque c'est quand même les productions emblématiques, justement, de toute cette période-là, quand elles sortaient dans les années 80. Et ça, c'est le premier truc, moi, qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que c'est un film qui retrouve cette saveur-là, en fait, cette espèce de candeur, cette envie, en fait, de créer, de délirer, y compris d'ailleurs en étant un peu écrit brutalement sur certaines règles fantastiques qui sont un petit peu difficiles à avaler de temps en temps, hein, je trouve, mais pour moi, ça passe toujours. Ça me fait penser un peu au Doctor Who, c'est-à-dire ça passe toujours parce qu'il y a une telle générosité, il y a une telle envie, il y a un tel plaisir de faire que c'est pas grave, t'es emporté dans le truc. Donc ça, c'est le premier truc qui me plaît énormément. Cette modernité d'ailleurs est telle que tu pourrais croire que le film
parle un peu du Brexit. Alors, il se trouve que j'ai posé la question à Joe Cornish, mais lui, il s'en défend totalement. Il estime qu'il voulait pas du tout faire un film politique, etc. Ouais. Mais je pense que à partir du moment où il a fait un truc moderne, qu'il était en phase avec son époque, fatalement, malgré lui, sans doute un peu. Il y a quelque chose qui reste, qui est là-dedans. Il y a un autre, alors il y a plein d'autres petits trucs en fait, moi, qui me plaisent dedans. Il y a cette façon qu'il avait déjà dans Attack the Block de réussir à introduire le merveilleux dans un contexte qui est finalement extrêmement réaliste. Il a utilisé Bill Popp en fait à la photo, qui est le directeur photo de Sam Raimi, mais aussi des Wachowski et aussi de Edgar Wright. Et ils ont travaillé tous les deux, et je trouve que ça marche vachement bien sur un truc qui est vraiment séparé en deux, une photo un peu schizo, avec une lumière extrêmement naturaliste, voire un peu plate, mais c'est l'Angleterre en même temps. Alors sauf quand ils montent dans les cornouailles et tout, mais voilà, quand ça se passe de jour et quand ça se passe de nuit et que là l'univers se met à basculer dans le merveilleux, il y a des couleurs beaucoup plus chatoyantes, avec beaucoup plus de lumière artificielle, des plans qui sont aussi beaucoup plus composés. Et ça marche vachement bien. Et il y a aussi un traitement des monstres qui est très intéressant parce que lui, il a voulu revenir. Alors c'est pareil, c'est un peu impensif, mais ça fonctionne bien dans le film. Il a voulu revenir au créateur de Ray Harryhausen et avec notamment une profondeur de champ et extrêmement large en fait, voilà, qui était un des poncifs visuels en fait des effets spéciaux de Ray Harryhausen. Et le dernier truc moi qui me plaît beaucoup, enfin il y en a plein d'autres, mais il y a un autre petit truc sur lequel je voulais m'appesantir. Alors c'est un peu délicat parce que je veux pas spoiler, mais souvent quand tu dis ça tu spoil. Ouais, c'est un peu chiant, mais c'est un peu délicat, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la fin ils meurent tous. Il y a la question, non, mais il y a la question de la royauté. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait de toi un héros? Ouais. Et il y a tout un discours en fait dans le film que je trouve super intéressant. Qui est est-ce qu'on est un héros par ses propres mérites ou est-ce qu'on a un héros par sa descendance? C'est-à-dire que Harry Potter, c'est un héros parce que ses parents, ce sont ses parents. Et Luke Skywalker, c'est pareil. Et puis, évidemment, le roi Arthur, c'est la même chose. C'est un roi, quoi. Et lui, il travaille autour de ça, voilà, Joe Cornish. Et il va un peu à contrario de certains poncifs, en fait, dans ce type de récit. Et c'est pas forcément extrêmement révolutionnaire, mais je trouve ça extrêmement plaisant. Voilà. Très bien. Julie. Ouais, justement, quand tu parlais des influences de Joe Cornish, dont j'avais adoré d'ailleurs Attack the Block, moi j'avais quelques craintes en fait, parce que j'avais lu que justement il avait adoré E.T., comme tout le monde, mais aussi donc Explorers de Joe Dante, et donc j'avais peur effectivement que ce film soit empreint en fait, d'une nostalgie des productions Amblin et tout, et au contraire, j'étais comme toi hyper soulagée en fait de voir qu'il y avait vraiment un désir de créer quelque chose de nouveau, quelque chose que potentiellement les futurs réalisateurs pomperont allègrement pour rendre hommage à cette époque. Et ça, c'est vraiment chouette en fait de se dire qu'aujourd'hui il existe un film pour adolescents qui crée quelque chose de nouveau, même si ça repose donc oui sur la légende du roi Arthur et un schéma très classique du gamin qui se fait tyranniser à l'école, qui a un excellent sens moral et qui s'allie avec ses ennemis, sans trop spoiler non plus, mais qui s'allie avec ses ennemis pour combattre une force qui les dépasse. Mais moi j'ai trouvé ça très très réussi. Et tout comme d'ailleurs, donc ce fameux décalage entre l'univers médiéval et donc la banlieue anglaise moderne, que j'avais peur qu'elle soit un peu lourde en fait, et finalement je la trouve assez bien amenée, genre quand t'as des gamins qui Google Translate des inscriptions en latin sur une épée ou des panneaux de signalisation qui servent de bouclier, je trouve ça plutôt drôle. Et même le personnage de Merlin m'a fait vachement marrer, alors que c'est une pente assez glissante en fait. Quand tu fais venir un personnage du passé dans le présent, ça peut très vite devenir gênant, comme un employé du Puy du Fou qui te parle encore que dans son personnage jusqu'au parking. Et là, non, pas du tout. C'est juste, c'est drôle. C'est sur vraiment. Le vécu, ça. Ouais. N'allez pas au Puy du Fou. mais allez voir Alex, vraiment. Perrine. Je reviens sur ce que disait Julie par rapport au personnage de Merlin. C'est vrai que je trouve que pour moi c'est l'une des grandes réussites, très grande réussite du film. C'est vrai qu'on a ce personnage qui est finalement en décalage total avec tous les autres qui sont dans cette modernité, qui sont confrontés donc encore une fois à la légende arthurienne, je reviens pas là-dessus. Mais lui est un personnage qui vient clairement de ce passé intemporel. C'est un personnage qui est intemporel lui-même puisque il a ce concept de vieillir en rajeunissant. C'est un peu le Benjamin Button du truc, quoi. Mais en même temps ils en ont fait un vrai
phénomène comique, on a quand même un acteur qui, je trouve, est un acteur ultra physique, ultra présent. Il y a quelque chose chez ce gamin, je l'avais jamais vu ailleurs. En réalité, là, je l'ai vu récemment dans un épisode de Fleabag. Je pense que il va finir par vraiment se faire connaître. Il a quelque chose de presque burlesque. Et je trouve que c'est ce côté presque burlesque du personnage dans le film qui vient en décalage avec tout le reste qui est relativement sérieux, plus ou moins, même si encore une fois, c'est à hauteur d'enfant et ça marche très très bien à ce niveau-là. Lui est clairement un peu en décalage total et ça rend le personnage totalement fascinant et son lien avec Patrick Stewart aussi, d'autant plus j'aime beaucoup l'idée de voir Patrick Stewart rejoindre la grande lignée des sorciers parmi ses potes, Ian McKellen, etc. Ça fait plaisir de lui aussi de le voir là-dedans. Mais voilà, donc je trouve que ce personnage-là a une très grande force et c'est vrai que j'avais aussi énormément aimé Attack the Block et j'attendais beaucoup le nouveau Joe Cornish et je trouve qu'il a cette capacité de filmer les enfants toujours en les grandissant, en les magnifiant en fait. C'est-à-dire qu'il en fait littéralement des héros. Il a une manière de poser sa caméra avec eux, c'est-à-dire que c'est jamais condescendant, c'est-à-dire on est vraiment à la hauteur, mais c'est impensif de dire à hauteur d'enfant, mais c'est ça, mais légèrement en dessous, parce que comme quoi ils sont héroïques en fait. Et il faisait déjà ça dans Attack the Block, c'est-à-dire que vraiment ils sont pas secondaires. Les héros, c'est eux, c'est les adultes sont complètement en retrait. C'est là où aussi on retrouve ce côté un petit peu Amblin où clairement c'est les enfants. Et je trouve que ce niveau-là, Amblin, il est en effet pas dans l'hommage, il est Amblin. C'est-à-dire que on n'est pas dans une tartine de oh là là, vous vous souvenez comme c'était bien. Non, on est vraiment encore une fois dans cette pensée qu'on fait des films pour les enfants, sans les prendre pour des idiots. Et même, je trouve que rien qu'au niveau des costumes, c'est très fort. Par exemple, l'idée donc on joue avec cette idée que c'est des enfants anglais qui vont dans des écoles où ils ont des costumes, puisque traditionnellement, dans beaucoup d'écoles anglaises, on continue à porter l'uniforme. Et donc on joue avec cette idée d'uniforme, mais aussi avec des couleurs médiévales, puisqu'on va retrouver principalement le bleu et le rouge, qui sont des couleurs par excellence de la chevalerie, du médiéval. Et je trouve qu'il y a une idée aussi, mine de rien, presque marketing intéressante. Je pense pas que c'est fait dans cette idée-là, mais moi je trouve ça super, que pour des gamins qui, si ça se trouve, tombent amoureux d'Alex, le destin d'un roi en le voyant, et ben ils pourront rejouer entre eux, parce que les costumes finalement sont faits avec des protège-genoux qu'ils peuvent avoir pour faire du vélo, les panneaux de signalisation qui servent de bouclier, dans une foire à machin on trouve une épée, et j'aime bien cette idée que d'un seul coup on peut tout de suite se réapproprier les personnages, littéralement en fait tout le temps, et je trouve que le film a cette intelligence toujours de penser non seulement à sa narration, évidemment, mais de penser à son public et au public qu'il vise derrière, sans un intérêt de vendre des jouets. C'est pas ça l'idée, mais de leur dire, vous aussi, vous pouvez être le roi Arthur, en fait. Vous aussi, vous pouvez vivre cette aventure-là. Et je trouve que, à ce niveau-là, Joe Cornish est très, 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 très fort. David. C'est aussi un film qui fait se rendre compte à quel point on est traumatisé par certaines des productions actuelles. En fait, le film s'ouvre sur un film d'animation qui raconte la légende du roi Arthur, et parce que moi, il y a quelques jours, j'ai vu un autre film qui repose sur cette même thématique d'un enfant qui va devenir un héros, Shazam pour ne pas le citer. J'avais très peur qu'à tout moment, cette introduction soit rompue par un coup de scratch pour dire, pour faire un gag à la con et rompre le premier degré du film. Et en fait, c'est très agréable de suivre l'histoire et de voir que le cinéaste qui était en train de nous raconter ce truc, il croit et nous raconte quelque chose sans avoir à faire des ruptures en permanence de ton, sans avoir à rajouter la petite blague qui détruit toute la séquence que tu viens de construire. Et rien que ça, en fait, ça fait plaisir. Et presque en tant que spectateur, j'abordais le film un peu tremblant en disant quand est-ce qu'il va tout foutre en l'air, quand est-ce qu'il va tout foutre en l'air. Et en fait, le film se déroule. Alors après, comme le disait Julien au début, c'est vrai que c'est un film pour enfants. Donc moi, j'y trouve pas toujours mon compte. Et parfois, je me suis un petit peu ennuyé. Parfois, je me dis c'est vrai que ça, j'ai un peu passé l'âge. Et malgré tout, justement, grâce à des idées, notamment celles dont parlait Perrine, de réappropriation de notre quotidien, du quotidien urbain et des choses comme ça, ça donne lieu à des séquences qui, même pour un spectateur adulte, sont assez jouissives. Et notamment, il y a une grande séquence à la fin de guerre, en fait, qui est hyper réussie et hyper jouissive, notamment dans sa préparation et dans la manière dont le truc est amené. Donc c'est un film que je trouve intéressant qui
en plus par ailleurs m'a évoqué 2 films récents que je trouvais ratés pour des raisons complètement opposées. Donc d'une part Shazam, parce que c'est un film qui justement en fait vise plutôt un public d'adultes qui voudraient rester ados pour des raisons à mon sens assez absurdes et plus des raisons de consommateurs plus que des raisons de vouloir garder son âme d'enfant. Et l'autre film auquel j'ai aussi pensé, c'est le dernier film de Xavier Dolan, qui est raté pour des histoires de construction, le fait aussi qu'il y a un gros morceau du film qui a été coupé, ce qui fait que toute la charpente s'effondre un peu quand on regarde ça. Mais la manière dont Joe Cornish décrit la relation entre le petit garçon et sa mère, je trouve pas du tout à rougir de films dramatiques hyper sérieux, hyper retournés vers ses personnages, et il arrive à créer ça, à maintenir ça dans quelque chose qui à la fois un film d'aventure, etc. Et ça, je pense que c'est ça vraiment ce qui était la marque de fabrique des films de l'époque d'Amblin dont on a déjà parlé et qu'on aimait. C'était cette capacité à toucher à la fois le merveilleux et à la fois de traiter des thématiques qui sont hyper intimes et hyper concernantes pour tout le monde. Perrine ? Je suis d'accord sur les thématiques concernantes, parce que justement cette idée encore une fois de mettre les enfants au centre et tout ça, on est sur des problématiques d'enfants aussi. C'est-à-dire eux-mêmes comment ils traversent, donc évidemment le côté bully, de se faire taper à l'école, mais il y a aussi des histoires liées aux parents, liées à sa relation aux autres, où est-ce qu'on se place, etc. Donc ça j'aime bien parce qu'il utilise ça tout en le mettant dans cette histoire de légende arthurienne, ça marche très bien. Et peut-être ma limite à moi dans le film, ma seule limite, c'est que je trouve qu'à des moments, j'ai regretté un tout petit peu ça, c'est que parfois j'ai presque l'impression qu'il fait presque pas assez confiance, alors soit à son film, soit à son public, même si justement tout le reste démontre qu'il fait confiance à son public. C'est que je le trouve presque trop explicatif sur ce que doivent comprendre, ce que doivent en tirer les enfants en fait, c'est-à-dire l'idée l'idée que on est fort, qu'il faut se baser sur ses relations, sur sa gentillesse, sur sa force personnelle. Enfin voilà, toutes ces choses-là sont un petit peu trop soulignées à mon goût, c'est-à-dire que non seulement on le voit, mais en plus c'est dit à l'oral, et je pense pas que c'était nécessaire, puisque clairement le film se suffit à lui-même, il n'y avait peut-être pas besoin de rajouter ça dans les dialogues, et c'est un tout petit peu dommage. David, moi j'ai une autre réserve qui est quand même, à mon sens, un problème assez important, c'est sur le design du film, et notamment le design du monstre principal, enfin de la sorcière, ou je ne sais pas comment on pourrait la désigner exactement, qui je trouvais un petit peu cheap, nous renvoie quand même à des films qui commencent à dater pas mal, et aussi, en fait, je pense que là-dedans, quand t'as pas forcément les moyens de faire aussi bien que ce que tu voudrais, d'autres cinéastes vont trouver des parades ou des manières de plus suggérer l'antagoniste, ou de créer des choses comme ça. Là, on a un monstre qui est très très explicite, très visuel, et un petit peu cheap à mon sens, et à ce niveau-là, en fait, ça m'a fait pas mal penser aussi pour la caractérisation du personnage principal à quelques minutes après minuit de Bayona, où là on est dans un registre quand même beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile, avec pareil ce rapport entre l'intime et le merveilleux, mais qui réussissait beaucoup mieux à intégrer les éléments fantastiques dans l'univers visuel. Là, je trouve que c'est très bien quand justement on est dans tout ce qui est purement pratique, et tout ce qui relève de aller acheter des bouts d'armure, etc. À la limite les transformations de Merlin aussi, mais quand on va vraiment trop loin dans le fantastique, je trouve que le film tombe un peu dans le précipice de soit son manque de moyens, soit peut-être un manque de temps. Enfin, je sais pas exactement ce qui a été le souci à ce niveau-là, mais j'ai pas du tout été emballé par la production design dans le pur fantastique. En même temps, je trouve que sur le méchant, il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est qu'elle soit seule en fait. Et il n'est pas tombé non plus dans ce travers de lui foutre des hommes de main qui soient
très caractérisé en fait. Morgane, c'est un personnage totalement solitaire en fait dans le film, et ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien en fait, qu'elle soit esseulée par rapport à ce groupe, et que ce soit pour souligner justement, comme le disait Perrine, la nécessité en fait, ou les bénéfices en tout cas du groupe par rapport à l'intérêt personnel. Et il y a un autre truc, moi, par contre, que j'aime bien aussi dans le personnage principal, c'est que il a choisi Rebecca Ferguson. Et je trouve ça intéressant dans les films pour enfants quand on prend un personnage de méchant très sexué et un peu sexy en fait. Parce que je pense que pour les gamins toujours, surtout quand tu es à cet âge-là, je pense que ça te met dans un rapport de séduction, mais aussi de trouble, parce que les choses du sexe t'attirent, mais en même temps, tu sais pas trop comment les appréhender et tout. Et je pense que ça fonctionne vraiment bien en fait sur les ados. En fait, le choix de Ferguson, ne pas avoir fait une sorcière avec nez crochu et grosse verrue poilue. Chacun ses kinks après. Hein, ça peut être son truc, Julie. Juste avant que tu finisses, je suis quand même curieuse de voir où est-ce que tu as vu donc potentiellement une analogie avec le Brexit, parce que j'ai le souvenir un moment d'une vague critique sur genre la vacuité du monde moderne et le creux du cœur des hommes, mais sur la nécessité de se rassembler et de s'unir et de pas fonctionner pour son intérêt perso. Enfin, ça me semblait assez ouais. Non, mais logique, je l'avais tellement pas lu comme ça. Franchement, tu m'ouvres des portes. Ouais, et puis il y a même ça sert à ça cette émission. Non, mais il y a même un moment, en fait, un bout de discours avant de fédérer tout le monde qui, quand tu des affiches aussi, je crois. Ouais, non, mais c'est vrai que, j'ai aussi pensé pendant le film, et moi, je me suis fait la réflexion de dire, ah oui, mais avec la production, ça me paraissait bizarre dans le timing de se lancer dans un truc écrit là-dessus. Donc, mais souvent, comme tu l'as dit, c'est des trucs qui sont pas vraiment conscients, mais qui sont là parce que c'est là, quoi. Voilà. Perrine fait non de la tête. Non, mais au niveau du timing, c'était bon, puisque le film a été tourné en novembre dernier. Enfin, le Brexit avait déjà été voté, donc en soi, il a été voté 1 an et demi auparavant. Donc techniquement. Parce que Perrine est allée sur le tournage, elle le dit pas. Oui. Elle est humble. J'ai vu le tournage et c'était très très chouette. On te voit pas dans le film. Non. Ah, J'étais un peu dégoûtée. Je suis dans le fond vert. J'étais verte. On m'avait peinte pour. Non, mais c'était. J'avais vu une scène avec Patrick Stewart. Mais en tout cas, je veux dire, le Brexit qui soit là dans l'esprit du réalisateur au moment du tournage et même de la fin de la pré-production, c'était déjà là en réalité. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, film pour enfants, film en blanc ou toute autre chose, parce que vous le savez, c'est un espace de liberté absolue. Tiens Perrine, justement, tu avais la parole, tu la conserves. Je la conserve. Moi, je vais sur une série télé, même pas c'est une télé, non, parce que c'est une façon de le dire, mais c'est Netflix en réalité. C'est Trollhunter de Guillermo del Toro. Auquel nous avions consacré un épisode de nos ciné, première saison. Et oui, il y a fort longtemps. Et je trouve que c'est une très 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 bonne série à la base pour enfants, ados, mais que les adultes peuvent très très bien regarder sans aucune gêne ni honte. Non, c'est vraiment c'est une très très bonne série parce qu'elle reprend aussi des codes similaires, c'est-à-dire l'idée de un gamin qui par hasard, parce qu'il va trouver une amulette comme l'autre va trouver l'épée, il va avoir une mission et va découvrir des qualités qui lui sont propres, va devoir créer une équipe, va devoir s'allier avec des gens, va devoir affronter des forces du mal, va devoir affronter des choses. Donc on est vraiment dans des thématiques très très similaires évidemment. Ça vient pas de nulle part, Trollhunter, mais on a aussi ce même esprit, cette même intelligence, cette même, j'ai envie de dire, vivacité pour un public qu'on prend jamais pour un idiot et qui n'a jamais peur aussi d'être un petit peu violent, ce que je trouve toujours bien aussi pour les petits en fait. David. Oui, moi j'ai une reco qui a vraiment rien à voir parce que je trouvais pas forcément de reco au-delà des films que j'ai cités qui étaient d'ailleurs soit pas du tout des recos comme le film de Dolan et Shazam, soit plutôt une reco comme le film de Bayona. Donc je vais dans un truc, dans un univers complètement différent en utilisant un film que j'ai vu sur Netflix récemment et qu'on n'aura pas, je pense, l'occasion de chroniquer, c'est The Highwaymen de John Lee Hancock avec Kevin Costner et Woody Harrelson, bien sûr, qui donc en fait suit deux Texas Rangers rappelés sortis de leur retraite pour chasser Bonnie and Clyde à travers le Texas. Le film est pas mal et enfin je trouve notamment l'intérêt de prendre un point de vue
auquel on n'a pas trop été habitué justement sur cette histoire, sur ce mythe-là, voilà. Et donc sur la manière dont sont construits les personnages, c'est plutôt intéressant. Après, c'est vraiment pas un film virtuose, mais du coup, c'est l'occasion si vous le voyez sur Netflix et si l'histoire vous intéresse, de voir le film d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde, qui est un film absolument extraordinaire, qui est en plus un tournant dans l'histoire du cinéma, et ça vous intéressera sûrement de comparer notamment la séquence, le découpage de la séquence de la fusillade, du climax du film, la manière dont elle est tournée chez Arthur Penn et la manière dont elle est tournée chez monsieur John Hancock. Très bien. Julie. Alors moi j'ai recommandé un film qui est plutôt attendu vu les thèmes qu'on a abordés jusqu'ici, mais ça va être Super 8 de J.J. Abrams, qui pour le coup lui s'en cache pas, c'est un hommage aux productions Amblin. C'est ce qui lui a d'ailleurs été vachement reproché, et pourtant j'ai pas du tout trouvé ce film dépourvu d'intérêt, au contraire. J'ai même un témoin tout à fait externe, à savoir mon petit cousin en fait, qui lui en a absolument rien à foutre des Goonies, et donc est pas venu ici dans un désir de nostalgie, et a adoré aussi, et voilà, donc je le recommande pour les enfants d'aujourd'hui. Pour tous vos petits cousins qui nous écoutent, vous savez quoi leur montrer. Julien, tu as commencé, tu vas terminer. Ouais, moi aussi, j'ai recommandé un film qu'on a déjà traité ici, qui est Bumblebee de Travis Knight, qui est un super film que j'ai aussi testé sur 2 petits de ma connaissance, et qui fonctionne super bien, et qui est en plus produit par Spielberg, donc on est totalement dans le sujet. Mais pour aller un peu au-delà de la chronique que vous aviez faite avec Stéphane et Rafik, si mes souvenirs sont bons, je vais vous conseiller le Blu-ray. Pourquoi je vous conseille le Blu-ray ? C'est pas pour le making-of de 40 minutes qui est pas super intéressant, qui est très promo et tout, mais c'est pour les scènes coupées. Ça, c'est suffisamment rare pour le signaler. Il y a une 30aine de minutes de scènes coupées, ce qui est quand même conséquent, ce qui se pose là, et en plus des scènes coupées qui sont toutes quasiment finies. On le sait pas trop, ça a été évidemment pas... Paramount ne s'en est pas vanté quand c'est sorti, mais le film a quand même connu en post-production quelques petits soucis, et notamment la séquence d'ouverture. Si vous avez vu le film, c'est un truc très pétaradant qui se passe sur Cybertron. Ça a été rajouté au tout dernier moment, et là tu as la séquence d'ouverture initiale imaginée par Travis Knight, qui est super, où en fait t'es dans la peau de Bumblebee. C'est un plan séquence, une vue subjective en fait de Bumblebee qui est dans la forêt, traqué par les humains, et qui en off en fait t'explique qu'il sait pas pourquoi il est là, il aurait jamais dû venir sur la Terre, et puis il y a les humains qui se mettent à le carnarder, et il dit non mais finalement ces humains là ils méritent pas qu'on les sauve. Donc c'est intéressant parce que ça pose tout de suite le personnage, et puis ça rend sa progression au fil du film encore plus son arc narratif encore plus pertinent et intéressant. Et en plus, il y a il y a plein d'autres trucs super dans les scènes coupées, notamment sur l'héroïne en fait, qui est beaucoup plus paria en fait dans toutes ces scènes coupées et tout. Mais il y a une scène qui est pour le coup beaucoup plus ludique, où Bumblebee réveille malencontreusement l'électroménager de la maison dans laquelle il s'est réfugié, et il y a une séquence entre les 2 ados héros et une machine à laver, un frigo et un réveil matin qui se mettent à avoir des pattes partout. Et qui se mettent à bastonner en fait tout le monde, et c'est génial. Et j'ai eu l'impression dans cette séquence, qui est longue en plus, c'est 5 minutes, quasiment tous les plans d'ILM sont finis en plus, c'est hallucinant. Je pense qu'ils l'ont coupé très très tard cette scène, mais je retrouvais la saveur d'un film qui a été souvent cité, souvent copié, mais jamais égalé, qui est Gremlins. Il y a un truc comme ça en fait, super ludique, un petit peu cinéma d'horreur mais pas trop, un petit peu crado mais pas trop. Donc voilà, si vous aviez aimé Bumblebee, ou si vous l'avez pas encore vu, c'est l'occasion de vous précipiter sur ce Blu-ray, ne serait-ce que pour ces scènes coupées, ça vaut vraiment le coup. Puis le film est chouette. À vous, t'es dégoûté de pas avoir participé à l'extra sur Bumblebee. En plus, apparemment, Rafik, il n'avait pas aimé. J'aurais commencé, j'aurais tout déchiré. J'aurais pas eu le Blu-ray, mais il aurait été super. Tu vois que t'es content de commencer. Notre temps est écoulé. Merci à tous les gars. Merci à Quentin à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.